Merci Alec et Jean-François. Je voudrais d'abord remercier François pour son invitation. Je crois que l'importance de l'assistance témoigne du succès de cette manifestation annuelle. Je ne reviens pas sur les critères de quantification d'échographie qui ont été abordés sur l'insuffisance aortique, qui ont été abordés par Alec et par Bernard, sinon pour dire que dans les cas difficiles, il ne faut pas hésiter à avoir recours à l'IRM, qui est la méthode de référence pour juger du retentissement ventriculaire gauche et pour quantifier la fuite. Petite nouveauté, c'est l'introduction d'une classification fonctionnelle analogue à la classification de Carpentier pour l'insuffisance mitrale, en 3 types. Type 1, mouvements valvulaires normaux, type 2, prolapsus fenestration, type 3, restriction. Et dans ce travail qui avait été publié il y a quelques années par l'équipe d'El-Khoury, il y avait une bonne corrélation entre les données anatomiques et les données échographiques. Ça, c'est un exemple de mouvements valvulaires normaux avec une fuite centrale sur une dilatation de l'aorte ascendante. Ça, c'est un exemple de prolapsus avec une fuite qui est directionnelle vers la valve mitrale. Ça, c'est un exemple de restriction sur une sigmoïde avec une dilatation asymétrique de la racine aortique avec un jet directionnel qui est là vers le septum. Autre petite évolution, c'est une simplification du morphotype de l'aorte ascendante, 3 phénotypes, l'aorte normale inférieure à 40 mm. On peut discuter ce seuil parce qu'on sait que dans l'insuffisance aortique, souvent l'aorte est un tout petit peu plus large que 40 mm. La dilatation de la racine aortique avec un diamètre au niveau des sinus supérieur à 45 mm et la dilatation de l'aorte tubulaire avec des sinus normaux inférieurs à 45. Ça, c'est un exemple de dilatation de la racine aortique à 61 mm avec un anneau qui est large à 31. Ça, c'est un exemple de dilatation localisée de l'aorte tubulaire alors que les sinus sont normaux à 39 mm. Je vous rappelle que cette évaluation de l'aorte, le diagnostic et l'évaluation reposent essentiellement sur l'échographie. Vous connaissez cette diapositive. Les mesures doivent être faites à différents niveaux. L'anneau, les sinus, la jonction et l'aorte tubulaire de façon rigoureuse, de façon perpendiculaire. On sait que selon le sexe et selon la méthode d'imagerie, en particulier en imagerie de coupe, les mesures se font de bord interne à bord interne, et donc les diamètres peuvent être légèrement inférieurs à ce qu'ils sont en échographie. Ça, c'est un exemple pour vous montrer l'intérêt de l'imagerie de coupe par rapport à l'échographie. C'est un patient de 83 ans qui est aposymptomatique à l'occasion de palpitations, on lui fait une échographie, et on tombe sur une dilatation asymétrique de la racine aortique à 55 mm alors que l'aorte tubulaire et l'anneau sont normaux. Petite fuite aortique, et ça c'est un coup parasternal petit axe. Vous voyez qu'il y a un petit nodule fibrocalcaire, que la valve est tricuspide fine avec une dilatation qui prédomine nettement sur le sinus antéro-droit. Ça c'est le scanner qui confirme cette dilatation asymétrique de la racine aortique. Et vous voyez les mesures, dans ce plan, j'ai pas de flèche mais c'est pas grave, dans ce plan perpendiculaire, vous voyez que les mesures sont de 50 mm, mais par contre, dans l'autre plan, vous voyez qu'elles atteignent plus de 60 mm de diamètre, et ça change la problématique vis-à-vis d'une chirurgie. Et l'explication est la suivante, vous voyez qu'en échographie, la fenêtre d'exploration, c'est le 4e, 5e espace intercostal gauche, et donc qui coupe la racine aortique dans son petit axe. Par contre, pour avoir la racine aortique dans cette dilatation asymétrique dans son grand axe, il faut se placer plus bas, à un endroit qui est inaccessible à l'échographie transthoracique. Donc, encore une fois, l'intérêt de l'imagerie de coupe qui doit être systématiquement couplée aux données de l'échographie. Autre, et pour finir, dans un type de dilatation comme ça, le chirurgien a pu faire une plastie du sinus qui était dilaté avec une conservation de la valve, avec un bon résultat final, ce qui était une bonne solution chez ce patient âgé. Pour dire que les recommandations n'ont pas beaucoup changé pour les dystrophies de l'aorte ascendante, elles reposent sur un petit nombre de travaux, dont celui-là sur le Marfan, vous connaissez la corde de Marfan, publié par Guillaume Jondeau, qui avait montré que le risque de complications était faible avant 50 mm. On sait que dans d'autres mutations génétiques, en particulier le syndrome de l'OS-DITS, le pronostic peut être plus mauvais que pour le Marfan, et donc on peut être amené à retenir des seuils plus bas. Et c'est également le cas du Turner chez les femmes, où on retient habituellement un seuil de 27,5 mm indexé. Et donc ces recommandations finales sont les suivantes. Les recommandations concernant la chirurgie, les indications opératoires dans la fuite aortique, elles n'ont pas changé. La chirurgie est indiquée chez les patients symptomatiques. En cas de retentissement ventriculaire gauche,
avec une fraction d'éjection de moins de 50% ou un DTS supérieur à 50 mm ou bien 25 annexés chez les femmes. Enfin, les nouvelles données sont encadrées en rouge. C'est l'intérêt du HARTIC, mais plus que le HARTIC, je dirais, c'est l'intérêt d'avoir une équipe chirurgicale qui est rompue à la chirurgie conservatrice. Et il est clair que chez les patients qui ont une dilatation de la racine aortique avec une valve normale, il faut privilégier chaque fois que possible, bien sûr, la chirurgie conservatrice. Les seuils de recommandation en cas de dilatation chirurgie prophylactique, en cas de dystrophie de mutation génétique, n'ont pas changé. Dans le cadre du Marfan, c'est 50 mm ou 45 mm en cas de facteur de risque, et c'est également un seuil plus bas pour le LOS-DITS. Et enfin, pour les autres patients, la bicuspidie, ça reste 50 mm et 55 mm pour les patients tout venant. La petite nouveauté qui est donc apportée, c'est l'intérêt de la chirurgie conservatrice, en particulier dans les mécanismes de type 1 ou de type 2, et l'intérêt du HARTIM, mais surtout d'avoir une équipe chirurgicale qui est rompue à ce type de technique. En ce qui concerne le traitement médical, il n'y a pas de grande modification, bêta-bloqueur et ARA2 dans le cadre du Marfan, et par extension, et même si on manque de preuves, on le donne dans les autres étiologies. La grossesse est contre-indiquée dans le Marfan après 45 mm, dans la bicuspidie après 50. Les exercices isométriques doivent être déconseillés. En fait, et enfin, l'enquête génétique, bien sûr, dans le Marfan, mais également chez les apparentés du premier degré dans le cadre de la bicuspidie. Il persiste un certain nombre de gaps. Vous remarquez que les recommandations, c'est un niveau de recommandation relativement faible, c'est un niveau C. Et donc, par ailleurs, il y a des zones d'ombre. Est-ce qu'il faut différencier les indications selon le sexe, selon la surface corporelle? C'est discuté. La taille de l'anévrisme, il est clair qu'avoir 50 mm au niveau de l'aorte tubulaire avec des segments d'amont et d'amal non dilatés, ça n'a pas la même valeur qu'avoir 50 mm au niveau des sinus, et le type de chirurgie n'est pas le même non plus. L'intérêt de l'imagerie est très important. Il y a eu des recommandations en 2014 sur l'aorte ascendante qui montraient, donc qui s'intéressaient à ça. Voilà. Et puis enfin, on peut sans doute considérer que des seuils plus bas peuvent être prophylactiques, de chirurgie prophylactique peuvent être retenus compte tenu du fait que ces recommandations sont à un niveau de recommandation C chez des patients jeunes lorsqu'on a une grande probabilité de faire un geste conservateur. Sur le rétrécissement mitral, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il y a peu de choses. Les contre-indications restent les mêmes. La principale contre-indication, c'est le thrombus. En sachant que si c'est un gros thrombus, c'est la chirurgie. Si c'est un petit thrombus pas trop menaçant, on peut tenter, surtout si le patient n'était pas traité. Et que l'anatomie est favorable pour une dilatation, on peut tenter le traitement médical et réévaluer avant de faire une éventuelle dilatation. Dans la petite nouveauté, c'est que dans ces nouveaux guidelines, les scores anatomiques sont plus détaillés qu'ils ne l'étaient antérieurement. Mais il faut tout de suite contrebalancer ça. Pour rappeler les limites de ces scores, ils sont semi-quantitatifs, ils ne sont pas forcément très reproductibles. Ils ne prennent pas, quand il y a des calcifications, ils ne prennent pas en compte la localisation des calcifications. Ce n'est pas la même chose d'avoir une calcification commissurale ou une calcification du bord libre. Et d'ailleurs, le ballon peut fracturer un nodule calcifié. Et donc ça, c'est l'équipe de Bichat, Bernard et Alec qui avaient montré l'intérêt de coupler, bien sûr, de porter les indications non seulement sur le score anatomique, mais également sur des critères, et essentiellement des critères cliniques, l'âge, le sexe, le degré d'évolutivité de la cardiopathie, l'existence de troubles rythmiques. Et donc, c'est ce qui est représenté donc, dans ces recommandations qui, encore une fois, on peut évoluer. La dilatation en première intention chez les patients ayant une anatomie favorable, la chirurgie en première intention quand il y a une contre-indication à la dilatation. Dans les cas intermédiaires, avec une anatomie intermédiaire, eh bien, il faut tenir compte des paramètres cliniques pour décider soit chirurgie, soit dilatation. Enfin, chez les patients asymptomatiques, on peut être amené à proposer une dilatation mitrale. Lorsque l'anatomie est favorable et lorsqu'il existe un risque thromboembolique ou un risque de détérioration hémodynamique, essentiellement une HTAP basale de 50 mm, et comme pour l'insuffisance mitrale, le seuil de 60 mm à l'effort n'a pas été retenu parce qu'on manquait de données. Un mot sur le rétrécissement mitral dégénératif, parce qu'il s'est abordé dans ces guidelines. Vous savez que la pratique des scanners et le vieillissement de la population nous amène de plus en plus souvent à avoir donc des sténoses mitrales dégénératives massivement calcifiées comme ici. Et donc ça pose des problèmes thérapeutiques pour le chirurgien. L'importance des calcifications ne permet pas de décalcifier la valve.
Et dans certains cas sélectionnés, on a pu être amené à mettre en place une valve percutanée, en sachant que c'est des procédures qui sont techniquement délicates, en particulier sur les petits VG hypertrophiés, et que ça doit être fait dans des équipes sélectionnées. Et dernier point, c'est l'insuffisance tricuspide. Comme vous le savez, la majorité des insuffisances tricuspides, c'est des fuites tricuspides fonctionnelles, 3/4 par rapport aux fuites tricuspides primitives. La quantification, je ne reviens pas, ça vous a été abordé tout à l'heure, des critères composites. Juste pour vous citer qu'il y a récemment, il y a une classification en 5 grades qui a été proposée, très sévère, torrentielle. Je ne suis pas sûr que dans la pratique clinique ça apporte beaucoup. Ça aura peut-être un intérêt lorsque on cherchera à évaluer les résultats des techniques percutanées. Pour vous dire également que le problème essentiel lorsque la valve tricuspide est isolée, pour porter les indications opératoires, c'est le VD, et que la méthode de référence, même si au Doppler tissulaire, la Mondes à l'anneau, le TAPS, on a des données en échographie. La méthode de référence pour apprécier le retentissement ventriculaire droit, à partir duquel ce risque opératoire sera important, c'est l'IRM, mais là encore, on manque de seuil très, très pratique. Alors les recommandations, elles n'ont pas beaucoup évolué. Dans l'insuffisance mitrale primitive, qui, vous le savez, est la plus rare, je ne sais pas si vous le voyez, c'est petit, mais bon, en classe 1, c'est les fuites tricuspides primitives, bien sûr, volumineuses quand on fait une chirurgie du cœur gauche. C'est des patients symptomatiques qui ont une fuite tricuspide volumineuse isolée en l'absence symptomatique et en l'absence de dysfonction ventriculaire droite. C'est les fuites tricuspides moyennes quand on opère le cœur gauche. Et enfin, c'est les fuites tricuspides asymptomatiques pour lesquelles on voit apparaître un retentissement ventriculaire droit pour éviter l'évolution au stade d'insuffisance cardiaque réfractaire. L'insuffisance tricuspide secondaire est plus fréquente, donc elle doit être envisagée chez les patients qui ont une chirurgie du cœur gauche lorsque la fuite est sévère. Lorsque la fuite est moyenne, mais qu'il y a une dilatation de l'anneau, ça c'était les travaux de Dreyfus, il faut envisager une chirurgie associée au cœur gauche pour un diamètre d'anneau de 40 mm ou de 21 mm indexé. La chirurgie peut être indexée, c'est un niveau de recommandation 2B chez les patients qui ont une fuite modérée, mais qui ont été symptomatiques pour l'insuffisance cardiaque. Enfin, il ne faut pas hésiter à porter l'indication opératoire pour la tricuspide seule, en dehors de toute atteinte gauche, lorsqu'on voit apparaître des signes de retentissement ventriculaire droit. Avant d'avoir ces travaux dramatiques d'insuffisance cardiaque réfractaire, c'est probablement, et pour autant qu'il n'y ait pas de grande HTAP, et c'est probablement dans cette condition qu'il existe une des rares indications du cathétérisme invasif, puisque vous savez les difficultés de juger du degré d'HTAP dans le cas au Doppler, dans le cadre de l'insuffisance tricuspide importante. Et donc les points clés, c'est les indications d'annuloplastie large, le rôle potentiel des techniques percutanées dans le traitement, ça c'est abordé, même si vous savez que c'est un domaine en pleine recherche. Et donc pour terminer là-dessus, parmi les techniques actuellement en cours d'évaluation pour les techniques percutanées, on a, comme pour la mitrale, des techniques qui s'intéressent à l'anneau, les techniques qui s'intéressent à la valve, le clip. Et puis on a une technique originale, je vous en montre un exemple, c'est le format de Edwards. C'est un patient qui a une fuite tricuspide volumineuse, qui a plus de 80 ans, insuffisance cardiaque réfractaire, antécédents chirurgicaux, double remplacement valvulaire aortique et mitral. Et donc le principe, c'est un petit peu comme les sondes de PM, un petit peu différent. On met l'encre à la partie distale du septum, à la pointe du ventricule droit, et vous voyez le tampon qui est dans l'orifice tricuspide. Vous avez en haut la prothèse de Star mitral, vous avez la prothèse aélette aortique, et vous voyez le tampon dans la valve tricuspide, c'est vous voyez ici en 3D, avec la fuite tricuspide qui a diminué d'intensité. Bref, la recherche fait des progrès et les techniques percutanées encore en cours d'évaluation progrès. Je vous remercie de votre attention.